vient d'adopter sous l'autorité du Président de la République le projet de loi croissance et activité. Et je tenais à vous en expliquer le sens avec le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, et les ministres directement concernés par ce projet. Christiane Taubira, François Rebsamen, Michel Sapin, Sylvia Pinel, Alain Vidalis, Carole Delga et Thierry Mandon, parce que chacun est concerné, parce que le gouvernement forme un collectif, parce que le gouvernement forme un pacte sur ce sujet, comme sur tous les domaines de l'action gouvernementale. Ce sens, c'est tout faire pour la compétitivité et l'emploi. C'est se donner vraiment les moyens de débloquer notre pays et de libérer les énergies. Et pour cela, il faut savoir faire évoluer certaines de nos règles et de nos fonctionnements. Tout le monde doit accepter de changer ce qui ne fonctionne pas bien, ce qui pénalise l'activité et donc l'emploi, même si cela peut bouleverser des habitudes, des intérêts particuliers ou des corporatismes. Je sais que si cette loi fait autant parler, c'est aussi parce qu'elle bouscule, et qu'elle bouscule en tout cas certains. C'est une question d'efficacité, mais aussi une question de justice. Et cette loi ne sert qu'un intérêt, l'intérêt général. Elle vise à améliorer concrètement et rapidement la vie des Français. C'est une loi conçue pour créer et développer l'attractivité. Et c'est une loi de progrès et de liberté. Et là, je reprends les mots prononcés par le Président de la République il y a un instant. Une loi de liberté et de progrès. Profession réglementée du droit, liberté d'installation et tarifs. Transport, ouverture du transport par autocar, péage, permis de conduire. Urbanisme et logement intermédiaire. Épargne salariale et actionnariat salarié. Retraite chapeau. Traitement des plus gros dossiers d'entreprise par les tribunaux de commerce. Ouverture dominicale et en soirée de certains commerces. Réforme des prud'hommes. Et j'insiste sur ce point-là, c'est une réforme majeure. La garde des Sceaux le rappelait là aussi en Conseil des ministres. Inspection du travail. Ce projet de loi s'inscrit pleinement dans notre programme de réforme, un programme dont je donnerai une vision d'ensemble vendredi prochain lors de la réunion des ministres qui y sera consacrée. Nous devons donner de l'énergie à notre société, déverrouiller les blocages, alléger les contraintes. Bref, soutenir la croissance, l'activité, le travail et le risque au détriment de la rente, de l'immobilisme et du conservatisme. Cette loi est une preuve que notre pays est capable de s'adapter sans renoncer à son modèle social et aux principes fondamentaux du droit. C'est ce que les Français attendent. Ils sont d'ailleurs bien plus prêts à la réforme que certains des acteurs publics. Et nous le faisons dans le dialogue. Un dialogue qui a permis de faire évoluer le projet avec les parties concernées, parfois en renvoyant à d'autres textes à venir certaines réformes pas assez mûres ou qui n'entraient pas dans le cadre de la loi. Je pense aux pharmacies qui feront l'objet des débats dans la loi santé ou les tribunaux de commerce en grande partie dans la loi sur la justice du XXIe siècle. Ce travail collectif a aussi associé les parlementaires au travers de plusieurs missions comme celle conduite par Richard Ferrand, député du Finistère, et celle que mène actuellement Cécile Untermaier, députée de Saône-et-Loire. Va s'ouvrir maintenant la phase d'examen à l'Assemblée nationale, toujours dans le dialogue, et je suis certain qu'elle permettra d'améliorer, d'enrichir le projet de loi
et que la majorité, n'en doutons pas, s'engagera sur ce texte important. Si je reprenais les pronostics concernant tous les textes qui ne devaient pas être adoptés par l'Assemblée nationale ces dernières semaines, la liste, vous êtes de bons pronostiqueurs, serait extrêmement longue. Hier encore, le projet de loi de finances rectificative a été adopté à la majorité absolue et le texte sur les régions a franchi l'avant-dernière étape. Ce texte sera discuté d'abord dans le cadre d'une commission spéciale présidée par François Brottes. Je voudrais, avant de donner la parole à Emmanuel Macron, montrer combien ce texte s'inscrit dans l'agenda de nos réformes. Et devant vous, je veux insister ou clarifier davantage notre agenda économique et social. Le chômage augmente dans notre pays sans interruption depuis 6 ans. Et donc notre priorité, c'est de lutter contre le chômage. Notre priorité, c'est donc l'emploi, la création d'emplois, la création d'activités et de richesses. Nous ne croyons pas, et les Français non plus, aux solutions artificielles pour faire baisser les chiffres. La solution, c'est d'agir avec détermination dans 3 directions. La première, c'est la croissance et la compétitivité. Pour cela, notre agenda de réforme s'appuie sur 2 actions complémentaires que je rappelle et que je ne détaille pas ici, bien évidemment. D'abord, une politique de croissance en Europe, avec un euro moins cher, un rythme de la trajectoire de baisse des déficits adapté pour ne pas casser la croissance, et des grands investissements dans le cadre du plan Juncker. Ce sujet va être tout particulièrement abordé en présence du chef de l'État à l'occasion du Conseil européen des 18 et 19 décembre prochains. Ensuite, vous le savez, une politique de soutien aux entreprises pour qu'elles investissent et créent des emplois, avec le CICE, avec le pacte de responsabilité et de solidarité, avec la baisse du coût du travail et les baisses d'impôts. Au total, 40 milliards d'euros pour la compétitivité des entreprises d'ici 2017. C'est un effort sans précédent. Le pacte va s'engager concrètement dès le 1er janvier 2015. 0 charge pour les salariés autour du SMIC. Et avec le pacte et le CICE, ce sont 12 milliards d'euros injectés pour la seule année 2015 dans notre économie. Mais cet effort, qui est celui de la nation, doit trouver sa contrepartie dans l'engagement des branches et des entreprises. Vous le savez, les choses avancent. Nous l'avons constaté avec François Rebsamen, qui veille à ce que les choses avancent, et nous nous félicitons de l'avancée des négociations dans ce domaine, et nous espérons que d'ici la fin de l'année, une majorité de salariés dans les branches soient concernés par des accords qui garantissent l'emploi ou qui permettent la création d'emplois d'ici 2017. C'est le cas dans les assurances, puisque ce sont 38 000 emplois qui devraient être créés dans cette branche dans les 3 ans qui viennent. La deuxième direction, c'est l'amélioration du fonctionnement de notre marché du travail. Ce mouvement de réforme a déjà commencé avec une méthode, à mes yeux fondamentale, le dialogue social. Et c'est bien la marque de ce quinquennat. 2 accords très importants ont été conclus début 2013 sur la sécurisation de l'emploi et début 2014 sur la formation professionnelle. Ils ont été traduits dans la loi et commencent à produire des effets. Mais il faut aller plus loin. Il y a la négociation en cours sur le dialogue social dans les entreprises, qui doit se terminer fin décembre. Il faut qu'elle réussisse. Et pour cela, chacun doit faire un effort dans un esprit de compromis pour parvenir à un accord dans les semaines qui viennent. Une loi que porterait François Rebsamen devra traduire cet accord le plus vite possible dans les premières semaines, dans les premiers mois de l'année 2015. Nous attendons donc avec espoir, intérêt, optimisme le fruit de ces accords. Il y a également les dispositions de la loi croissance et activité présentées ce matin et qui s'inscrivent dans un ensemble d'engagements et de réformes. Enfin, nous devrons, 2 ans après, faire le bilan de l'accord et de la loi de sécurisation de l'emploi pour voir ce qui a bien marché
mais aussi ce qui est décevant. Par exemple, les accords de maintien de l'emploi qui sont beaucoup trop peu utilisés. Il faudra corriger dans la loi ce qui doit l'être. Je réunirai à Matignon en janvier avec le ministre du Travail, les partenaires sociaux, pour voir ensemble quelles améliorations nous pouvons apporter. J'ajoute, car cela est aussi un combat pour l'emploi, qu'il faut lutter plus efficacement encore contre le travail illégal et notamment les fraudes au détachement qui faussent la concurrence et minent notre modèle social. Nous réunirons aussi, toujours avec le ministre du Travail, à Matignon, tous les acteurs concernés, partenaires sociaux, professionnels et ministères, le 15 janvier prochain, pour définir, je ne vais pas plus loin, de nouvelles initiatives. Enfin, et c'est la troisième direction, lutter contre le chômage. C'est aussi une politique de solidarité active. Nous avons en France un dispositif de soutien à ceux et à celles qui ont perdu leur emploi parmi les meilleurs en Europe. C'est une bonne chose. Mais encore faut-il veiller à ce que celui-ci soit juste, efficace, c'est-à-dire qu'il encourage la reprise de l'emploi. Sur l'assurance chômage, une nouvelle convention devrait être négociée d'ici mi-2016, selon le calendrier fixé par les partenaires sociaux. Ils viennent de terminer cette semaine une négociation sur un volet particulier concernant les victimes de licenciements économiques, le contrat de sécurisation professionnelle, qui montre qu'il est possible d'imaginer des évolutions favorables à la formation et à la reprise d'emploi pour rendre ces dispositifs d'indemnisation plus actifs. La préparation de la nouvelle convention mi-2016 sera donc l'un des grands chantiers de cette année 2015. S'agissant de Pôle emploi, nous sommes en train de définir, toujours avec les partenaires sociaux, ces orientations pour 2015-2018, pour des services plus individualisés, avec un recours beaucoup plus fort, possibilité des technologies numériques, mais aussi des contrôles plus rigoureux de la recherche d'emploi, y compris pour relancer et accompagner avec bienveillance ceux qui parfois se découragent. C'est aussi un des chantiers essentiels des prochains mois. Enfin, nous l'avons déjà annoncé, nous allons créer au 1er janvier 2016 la prime d'activité. Elle va se substituer à deux dispositifs de soutien au pouvoir d'achat des travailleurs dont la rémunération est proche du SMIC. C'est la fusion entre la PPE et le RSA activité. Elle apportera un vrai plus à ceux qui retrouvent un emploi et toujours de façon plus juste et plus efficace qu'aujourd'hui. Je présenterai prochainement les modalités plus précises avec les ministres concernés de ce dispositif nouveau. Et bien sûr, nous maintenons un effort important d'emploi aidé. Ils apportent des solutions transitoires à de nombreux jeunes ou chômeurs de longue durée. Je pense par exemple aux 150 000 emplois d'avenir qui sont une belle réussite pour donner à des jeunes sans qualification une chance de se lancer dans la vie professionnelle. Moderniser notre modèle social, c'est également innover pour créer des droits nouveaux pour les salariés qui répondent aussi à une exigence de compétitivité des entreprises. C'est le cas, par exemple, pour le compte personnel de formation qui entre en vigueur le 1er janvier prochain, qui permettra à chaque salarié de disposer d'un outil efficace pour construire son propre parcours professionnel, mais qui permettra aussi un marché du travail plus fluide, avec une meilleure mobilité. Il en va de même pour le compte de prévention de la pénibilité. Il répond à une exigence de justice parce que la première des inégalités, c'est celle d'avoir une espérance de vie réduite à raison de son travail, alors même que la réforme des retraites conduit à travailler plus longtemps. Mais il permettra aussi d'encourager la prévention de la pénibilité dans les entreprises et d'apporter une meilleure solution pour des salariés usés par des travaux pénibles qui le renvoient à Pôle emploi. Il faut bien sûr travailler à ce que ce compte soit simplifié au maximum. Nous allons y travailler fortement pour 6 facteurs qui doivent rentrer en vigueur en 2016. C'est tout le sens de la mission de Virville avec les partenaires sociaux, mais nous ne pouvons pas oublier cette exigence première de justice. J'ajoute, parce que cela contribue aussi directement aux réformes, notre action pour moderniser l'État et transformer la fonction publique elle-même. Vous savez le rôle majeur de l'État dans notre pays, ce que représentent les près de 5 millions de fonctionnaires qui œuvrent chaque jour au service
du pays, des citoyens et de l'intérêt général. La réforme territoriale en cours d'examen au Parlement et qui va devenir une réalité dès l'année prochaine s'accompagnera d'une réforme de l'État dans les territoires. L'un ne va pas sans l'autre. Et s'agissant de l'avenir de la fonction publique elle-même, une négociation importante est engagée depuis cet automne sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations. Et là aussi, je souhaite que ce chantier considérable, ouvert dans le dialogue social, les salariés de la fonction publique, les fonctionnaires viennent de voter, viennent de se donner leurs nouveaux représentants, que ce chantier considérable aboutisse au printemps, permettant de refondre toute l'architecture statutaire des rémunérations et de la gestion des agents de notre fonction publique. Vous le voyez, ce texte de loi, croissance et activité, vient renforcer la politique que nous menons pour moderniser le pays et favoriser la croissance. C'est pour cela qu'entouré de plusieurs ministres, je souhaitais en présenter les principes et rappeler dans quel cadre nous agissons. Il participe de la stratégie cohérente de lutte contre le chômage en respectant notre modèle social. Par exemple, il n'est pas question de banaliser le travail du dimanche. Le repos dominical reste la règle. C'est essentiel pour la vie sociale et familiale. Et c'est seulement dans certaines zones et pour des ouvertures exceptionnelles que l'on assouplit, avec notamment l'objectif de rendre dans les zones touristiques, dans les zones internationales, encore ces territoires plus attractifs. Mais avec des contreparties négociées et uniquement sur la base du volontariat des salariés. Voilà, mesdames et messieurs, le sens de l'action du gouvernement, le sens de ce texte de loi, soutenir la croissance, soutenir l'activité, soutenir le travail, avec le souci de la justice. Et sur cette question-là, j'aurai l'occasion de m'exprimer ce soir dans le cadre des travaux de la Fondation Jean Jaurès. Mais comme vous pouvez le voir, la volonté réformatrice du gouvernement, non seulement elle est intacte, mais elle est décuplée par les textes et l'action que nous prévoyons tout au long des années 2015-2016, d'ici à la fin du quinquennat. Je cède la parole au ministre de l'Économie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Je vais essayer en quelques instants, Mesdames, Messieurs, de vous donner la trame de ce texte qui, comme le Premier ministre vient de le dire, est avant tout un travail collectif dont l'ambition est de redonner de la vitalité à l'économie française, dont l'ambition est de redonner plus d'égalité d'accès. Et c'est pourquoi je crois profondément que l'esprit de cette loi, c'est d'abord d'être pragmatique et d'être à la fois juste et efficace. Parce que redonner plus d'accès à celles et ceux qui sont parfois loin du travail, qui veulent innover, investir, créer en France, mais qui rencontrent trop de difficultés, c'est bon pour l'économie et c'est aussi plus juste. Cette loi, elle n'enlève rien à personne. Je crois que c'est important de le dire. Il y a beaucoup de protestations. Mais nous n'enlevons pas de droits. Nous recréons parfois des droits et des accès pour d'autres. Alors, certains membres du gouvernement, je pense en particulier à Christiane Taubira, savent bien que parfois c'est dur de redonner des droits à certaines et certains Français qui ne l'ont pas, y compris en matière économique, parce que ça crée des protestations. Mais ce n'est pas une raison pour autant pour abandonner ou pour arrêter. Parce que c'est bon pour notre économie, parce que ça lui donne plus de vitalité et que nous en avons aujourd'hui besoin. Alors, les trois grands piliers de cette loi, c'est libérer, ouvrir, innover, investir et travailler. Libérer d'abord, c'est la nécessité, partout où c'est possible, de pouvoir ouvrir des accès, recréer des accès. D'abord, par exemple, en matière de transport. Nous allons proposer d'ouvrir la possibilité de créer des lignes d'autocars, ce qui n'est aujourd'hui pas possible dans notre pays, sauf après de multiples demandes d'autorisation, ce qui fait qu'en France, ce simple chiffre montre le potentiel qu'il y a. On a 110 000 voyageurs par an, là où en Allemagne, on a 8 millions, après une ouverture qui a été généralisée il y a 18 mois, et près de 20 millions au Royaume-Uni. C'est plus d'égalité sur l'accès au territoire pour celles et ceux qui ne peuvent pas forcément prendre le train, ou pour certains déplacements où le train n'existe pas, ou qui ne peuvent pas prendre leur véhicule particulier. Mais c'est aussi la création d'un vrai levier, d'un vrai secteur économique, et donc de nouveaux emplois. Ouvrir, c'est aussi
mieux contrôler les situations parfois de monopole, de rente ou de situations un peu dominantes qui peuvent exister dans certains secteurs. Je veux en prendre deux qui sont traités dans la loi. Le premier est celui de la grande distribution, où nous allons donner plus de pouvoir à l'autorité de la concurrence pour, là où c'est nécessaire, conduire les enseignes qui peuvent avoir une situation dominante et donc monter artificiellement les prix ou faire exercer trop de pression sur leurs fournisseurs, eh bien, recéder des surfaces commerciales à leurs concurrents pour animer le marché de manière plus juste. Autre exemple, sur les sociétés d'autoroutes, nous allons proposer d'étendre la compétence de l'autorité régulatrice en matière de transport pour mieux contrôler les contrats qui sont aujourd'hui passés, pour mieux contrôler à la fois leur dynamique tarifaire, mais être aussi plus exigeant en matière de travaux. Parce que le pouvoir d'achat comme l'activité sont deux leviers importants que nous devons mieux actionner en cette matière. Ouvrir, c'est aussi ouvrir certains dispositifs. Je ne veux là prendre qu'un exemple, celui du permis de conduire. Et il y a une disposition dans la loi qui a été portée par Bernard Cazeneuve qui consiste précisément à aider à accélérer, aujourd'hui, réduire les délais en termes d'obtention du permis B, parce qu'aujourd'hui, le permis de conduire, on le sait, il est trop long et trop coûteux. On peut encore améliorer le dispositif proposé, mais notre volonté, c'est là aussi, pour les jeunes, pour faciliter l'accès à l'emploi, à l'activité, au déplacement sur le territoire, aller plus vite, faciliter. Enfin, libérer et ouvrir, c'est ce que nous voulons porter avec Christiane Taubira en matière de profession du droit. Il ne s'agit pas de tout déréguler, il ne s'agit pas de marchandiser le droit, comme je l'entends parfois. Il ne s'agit en rien de revenir sur la sécurité juridique de notre dispositif, dont la garde des Sceaux est la garante, mais de manière très simple de faire trois choses. La première, faciliter l'accès à ces professions et pour les rendre plus justes. Pourquoi ? Parce qu'il y a aujourd'hui des contraintes qui existent pour ouvrir parfois des offices notariaux ou pour pouvoir entreprendre ce que devrait permettre notre dispositif. Et donc, nous portons une forme d'ouverture de la liberté d'installation régulée, contrôlée, dont la garde des Sceaux sera la garante, mais qui, sur la base d'informations objectives, permettra plus facilement de créer des offices notariaux là où c'est possible. Parce que l'économie en a besoin, parce que c'est plus juste aussi en termes d'accès, c'est plus juste pour les plus jeunes qui, à diplôme et qualifications équivalentes, doivent pouvoir créer ces offices quand c'est leur volonté. C'est aussi notre volonté d'ouvrir sur les commissaires priseurs judiciaires comme sur les huissiers également la profession. Deuxième point, c'est baisser les tarifs partout où c'est possible. Et donc pour cette profession, nous avons demandé à l'autorité de la concurrence un rapport pour que les tarifs reflètent mieux les coûts réels, en gardant des logiques de proportion là où c'est aussi nécessaire, parce que parfois, la structure des tarifs permet une forme de justice ou de redistribution sur nos territoires. Mais ces tarifs doivent mieux refléter les coûts qu'ils ne le font aujourd'hui. Enfin, c'est permettre à ces professions de mieux s'organiser entre elles, en ouvrant le capital entre professions. Et là, je veux aussi lever un malentendu. En aucun cas, il ne s'agit de financiariser ces professions ou de l'ouvrir à des investisseurs extérieurs. Ça n'est pas vrai. C'est entre professionnels du droit et du chiffre. Le deuxième pilier de ce travail, c'est innover et investir. Parce qu'on peut mieux mobiliser précisément l'actionnariat, l'investissement public et privé en faveur de notre économie. D'abord, pour plus et mieux d'innovation. Et donc les réformes qui sont proposées, c'est en quelque sorte de mieux récompenser le risque et d'être beaucoup moins indulgent à l'égard de la rente. Avec, je vais prendre pour exemple 3 mesures. La première, de restaurer l'attractivité des bons de souscription pour créateurs d'entreprises, parce que c'est important pour nos start-up. Avec Axel Lemaire, nous ne cessons de pousser avec la French Tech ces dispositifs. Et donc on a besoin de permettre à ces start-up d'embaucher des cadres. Elles ne peuvent pas parfois les payer, mais donc de les intéresser au capital et de simplifier les dispositifs, en particulier pour leur propre filiale, pour être fort à la compétition internationale et aller plus vite. C'est restaurer aussi l'attractivité des actions de performance qui sont importantes pour ces mêmes sociétés, mais pour nos PME, nos ETI comme nos grands groupes, si nous voulons rester attractifs sur le plan international. Et enfin, c'est d'être plus dur avec certains dispositifs, comme celui de la retraite chapeau, où là, un rapport a été demandé avec Marisol Touraine et Michel Sapin aux services compétents, et où nous voulons, lorsqu'il s'agit d'un revenu différé, lorsqu'il s'agit d'un avantage qui ne peut pas se justifier par les performances, eh bien, de mieux réguler ces dispositifs. Innover, investir, c'est aussi restaurer l'épargne salariale, parce que c'est un bel instrument.
et parce que c'est un levier de la meilleure association des salariés au capital de l'entreprise. L'entreprise, pour mieux réussir, elle a besoin d'associer toutes les réussites. Et donc, ce que nous voulons faire à travers l'épargne salariale, et avec François Rebsamen et Michel Sapin, nous avons reçu un rapport qui est en train d'être aujourd'hui négocié par les partenaires sociaux, c'est de simplifier le dispositif, de le rendre plus attractif et en particulier de le simplifier pour les PME. Parce que la réalité de l'épargne salariale aujourd'hui, c'est qu'elle concerne plus de 8 salariés sur 10 dans les grands groupes et 1 salarié sur 10 dans les petites entreprises. Il faut pouvoir le généraliser pour le rendre plus efficace. Enfin, investir, c'est aussi pousser, accélérer, simplifier l'investissement productif sur le territoire, en particulier, et c'est tout le travail qui a été fait par Sylvia Pinel et Thierry Mandon, rendre plus simple les dispositifs de logement intermédiaire pour aller plus vite, pour construire plus vite et plus facilement des logements intermédiaires, en particulier en zone tendue. Nos concitoyens en ont besoin, mais c'est aussi un vrai levier d'activité. Et donc là, nous proposons de simplifier les règles de zonage, d'aller plus vite. Et c'est aussi sur les grands projets dont nous avons besoin et qui ont une valeur économique sur notre territoire, de pouvoir accélérer, là aussi, en simplifiant les procédures, en étendant l'autorisation unique pour les grands projets, en généralisant à la région Île-de-France pour les grands projets d'intérêt économique pour le Grand Paris, le certificat de projet. Et donc ces dispositifs, c'est de la simplification parce qu'elle est bonne pour l'économie, elle permet d'aller plus vite et elle permet de relancer un secteur qui souffre beaucoup aujourd'hui, qui est celui du BTP. Et donc quand c'est bon pour l'économie, on peut faire plus vite, plus simple, plus fort. Enfin, investir et innover, c'est aussi avoir une gestion plus efficace des participations de l'État. Et donc ce que porte ce texte, c'est aussi de pouvoir, sur certaines participations publiques, céder du capital pour se désendetter, nous voulons le faire et ça a été porté dans le projet de loi de finances, et réinvestir sur nos priorités, la transition énergétique, certains secteurs industriels, parce que là aussi nous en avons besoin. Enfin, travailler, c'est le troisième axe de ce texte, avec une série de mesures qui là aussi visent à pouvoir accroître l'activité partout où c'est possible. D'abord, le dimanche, et le Premier ministre l'a évoqué, ce texte de loi ne propose pas de rouvrir un grand débat de civilisation. Le texte que nous portons avec François Rebsamen, il a fait l'objet d'un vrai travail technique, d'un travail de concertation très fort qu'a mené le ministre avec les partenaires sociaux. Et il repose sur 3 principes. Le premier, c'est de donner plus de liberté aux élus locaux pour pouvoir, s'ils le souhaitent, ouvrir jusqu'à 12 dimanches par an, permettre l'ouverture jusqu'à 12 dimanches par an. Il y aura un débat sur ce sujet. C'est un point de sensibilité. Mais ça n'est pas une obligation, ça n'est pas un choix de civilisation qui est porté. C'est la possibilité offerte à des élus locaux, au plus près du terrain, d'avoir plus de flexibilité si leur économie le demande, si c'est leur souhait. Le deuxième volet, c'est dans les zones où on sait que plus d'ouverture le dimanche, c'est créer de l'activité, à coup sûr, dans quelques gares qui sont d'importance nationale, dans des zones touristiques à vocation internationale, où fermer le dimanche et en soirée, c'est perdre de l'activité et des emplois, nous voulons pouvoir le faire. Et il est proposé que, par arrêté, les ministres compétents puissent décider de l'ouverture, avec toujours les mêmes règles sur lesquelles je vais revenir. Pourquoi? Parce que là, c'est créer des emplois, c'est créer de l'activité. Et compte tenu de la situation d'urgence de notre économie, nous n'avons pas le droit de passer à côté de cette occasion. Nous devons prendre nos responsabilités. Enfin, et surtout, si j'ose dire, le travail du dimanche, ça doit être une réforme pour plus de justice. Et donc le pari que fait ce gouvernement, c'est celui d'être cohérent et d'aller jusqu'au bout du dialogue social. Aujourd'hui, à l'heure où nous nous parlons, où beaucoup critiquent peut-être cette mesure, ont-ils oublié que dans 600 zones touristiques du pays, il n'y a pas, par la loi, de compensation obligatoire au travail dominical. Et c'est une réalité pour les Françaises et les Français qui travaillent pourtant dans ces zones. Elles ont pu être définies par accord, mais il n'y a pas d'obligation légale. Ce que va poser ce texte, c'est l'obligation de définir pour toute nouvelle ouverture un accord au niveau de la branche, de l'entreprise ou du territoire qui devra préciser les modalités de compensation. Le principe de la compensation sera partout posé dans la loi. Nous laisserons, dans les zones où les commerces sont aujourd'hui ouverts et n'ont pas ces modalités, le temps de l'adaptation, mais c'est une confiance dans le dialogue social et dans les territoires qui est portée à travers ce texte. Mais c'est aussi plus de justice, parce que c'est plus efficace, parce que cela permettra de mieux fonctionner. Ce texte y permet aussi donc, une réforme de la justice prud'homale, qui est portée par François Rebsamen et Christiane Taubira, et qui vise là, pour aller vite, d'être plus simple, plus efficace, plus sûr et plus rapide.
Les délais sont trop longs, ils seront encadrés dès la phase de conciliation, avec des délais de 3 mois. La formation des juges, leur déontologie seront améliorées. Et la visibilité donnée sur les échéances, les risques éventuels, sera facilitée pour qu'on réussisse mieux au niveau de la conciliation. Il n'y a aujourd'hui que 6% de taux de conciliation, que les jugements soient de meilleure qualité et que cette justice puisse fonctionner de manière plus rapide. Enfin, ce texte porte une série de dispositifs de simplification dans la continuité de la loi de 2013, telle qu'elle a été portée, et qui sont des simplifications qui ont été travaillées par le ministère compétent. Et, je veux le dire ici, beaucoup des mesures que nous porterons à travers ce texte visent aussi à protéger les territoires, les PME, l'emploi les plus fragiles. Le travail du dimanche, les sujets de proximité et des centres-bourgs seront pris en compte dans la négociation que nous aurons à conduire et dans le travail de finalisation qui sera le nôtre. La situation du BTP sera prise en compte puisqu'il y a une carte qui permettra de mieux identifier les travailleurs et le ministre du Travail y reviendra dans les prochains jours et prochaines semaines. Et sur le terrain aussi, les contrôles seront renforcés et les sanctions seront renforcées contre le travail détaché dans ce texte. Et là aussi, le ministre viendra préciser ces dispositions et François Rebsamen fera plusieurs déplacements de terrain et actions fortes sur ce sujet. Voilà, je ne suis pas totalement exhaustif, mais j'ai couvert l'essentiel de ce que ce texte portera et que je voulais ici vous présenter dans la continuité de ce qu'a pu dire le Premier ministre. Nous devons aller vite, parce que la situation économique de notre pays le justifie et l'impose. Nous devons être pragmatiques, c'est-à-dire que les débats que nous devons porter, ils doivent permettre d'enrichir ce texte, de le rendre plus efficace, de le compléter. Alors j'entends les critiques. Pour les uns, ce serait un texte qui, en quelque sorte, bousculerait l'économie et la société française. Et pour les autres, c'est un texte qui ne servirait à rien. Et pour tous, c'est un texte fourre-tout, chacun voulant le compléter avec ses propres ajouts. Tous les ajouts qui seront efficaces, qui seront pragmatiques, qui permettront de mettre plus de croissance, plus d'activité, seront les bienvenus. Ce texte doit être enrichi dans les prochaines semaines. Mais ce texte ne doit se regarder qu'à l'aune d'une chose, le pragmatisme, l'efficacité, le plus d'activité, parce que c'est ça que les Françaises et les Français attendent. Ils ne veulent pas de débat téléologique. Ils veulent simplement que dans une société où le travail doit redevenir une priorité, où l'activité, créer l'activité est notre devoir, parce qu'il y a ce niveau de chômage que rappelait le Premier ministre, parce qu'il y a près d'un quart de nos jeunes qui ne trouvent pas d'emploi ou qui sont condamnés à l'emploi précaire, nous devons rendre notre économie plus forte, plus efficace et en même temps plus juste. Alors ce texte, il fera l'objet d'un travail parlementaire dans les prochaines semaines, d'amendements. Il fera l'objet de plusieurs décrets que nous voulons prendre vite et nous proposerons en même temps un calendrier très resserré pour que de manière efficace, il puisse rentrer en ordre de marche dès cette année le plus vite possible pour certains textes et au plus tard en fin d'année pour les textes les plus complexes. Et enfin, il fera l'objet en permanence d'une forme d'évaluation et d'un débat. Et donc, moi, je suis pour ma part partisan que tous les think tanks, les cercles indépendants se saisissent de ce texte pour l'évaluer et puis pour proposer de rajouter les mesures de justice et d'efficacité qu'on pourrait compléter pour rendre notre économie plus forte. Il faut que le débat continue avec le même esprit de pragmatisme et d'efficacité qui est celui dans lequel le gouvernement a travaillé ces derniers mois et ces dernières semaines pour le préparer. Je vous remercie. Très bien, puisque je suis chef d'équipe et animateur, j'anime. Enfin, ce n'est pas moi qui choisis les questions. Hein. Allez-y. Bonjour, Adrien Gindre, BFM TV. Dans une tribune publiée par nos confrères du journal Le Monde, Martine Aubry se dit fermement opposée au passage de 5 à 12 dimanches. Elle parle d'une régression qu'elle combattra. Que lui répondez-vous? Il y a un mot. D'abord, il faut toujours revenir aux faits avant de débattre de positionnements qui peuvent être plus politiques et qui ont leur justification. La réalité de la société française, c'est que 30% des Françaises et des Français travaillent de manière occasionnelle ou régulière le dimanche. La réalité de la société française, c'est que, sans doute avez-vous fait cette expérience, les Françaises et les Français veulent aussi consommer le dimanche. Et les grands groupes internationaux qui opèrent sur Internet, je ne citerai pas de marque, font pour certains 20 à 25% de leur chiffre d'affaires le dimanche. Et le débat ne sera bientôt plus entre les commerces de centre-ville ou les grandes surfaces, mais entre les commerces français et les plateformes de vente en ligne qui seront ouverts et qui sont ouverts le dimanche. Donc la réalité de notre pays, c'est celle-là, et c'est aussi celle de Françaises et de Français qui travaillent le dimanche
sans compensation. Et donc je crois qu'un texte de loi qui permet, là où c'est utile, de manière très pragmatique, au plus près du terrain, d'ouvrir le dimanche, parce que ça permettra à des Françaises et des Français qui n'ont pas d'emploi et qui ont besoin d'argent pour vivre et pour profiter d'une société qui doit aussi être une société de loisirs et de la famille, et nous ne revenons en rien là-dessus, c'est une bonne chose et c'est une avancée sociale. Une loi qui permet, au plus près du terrain, d'adapter ce droit, c'est une bonne chose. Une loi qui permettra justement de préserver les équilibres territoriaux en donnant la liberté aux maires qui conviendra de définir, c'est une bonne chose. Et une loi qui permettra d'avoir des règles de compensation claires, justes et systématiques, avec des accords, c'est une bonne chose parce que c'est plus juste. Je demanderai à François Rebsamen de dire un mot. Juste quelques mots, parce que je partage tout à fait ce que vient de dire Emmanuel Macron. Il s'agit finalement de redonner de la souplesse à un régime actuel qui est inégalitaire, qui est rigide et qui a entériné des ouvertures qui étaient illégales. Il s'agit de protéger les salariés de sorte que le dimanche ne sera jamais un jour comme les autres, un jour travaillé comme les autres. Enfin, ça a été rappelé, les négociations se feront au plus près du terrain pour prendre en compte les réalités locales. Voilà 3 éléments que je voulais donner qui permettent de donner un éclairage, je pense, nouveau à ce texte qui va incontestablement apporter, en tous les cas je parle pour les salariés là, un élément de sécurité supplémentaire. Bonjour Monsieur le Premier ministre, Julien Pontus de l'agence Reuters. Je voulais vous demander si vous êtes prêt, c'est un peu la même question qu'Adrien Gindre, est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'au 49.3 pour imposer un texte ambitieux ou est-ce que vous êtes d'accord pour édulcorer ce texte et garder votre majorité? Oui, donc, non mais je connais bien, Emmanuel Macron d'ailleurs le rappelait il y a un instant, et on le retrouve d'ailleurs dans différentes phases de la vie politique contemporaine, le débat dans lequel on veut nous enfermer. Soit il est très ambitieux, mais il ne passera pas, sauf à utiliser les moyens de la Constitution, soit il passe, c'est parce qu'il a perdu de son ambition. Je connais ça, j'ai eu droit à ce questionnement il y a encore quelques jours sur tout autre sujet. Donc pour nous, les choses sont très claires. Il est ambitieux parce qu'il touche à différents aspects rappelés dans le dossier de presse que vous appelez, rappelés par mes soins il y a un instant et détaillés par Emmanuel Macron il y a quelques minutes. Et ce texte, d'ailleurs, ne peut pas se résumer à la seule question du travail du dimanche ou en soirée, encadré, comme cela vient d'être rappelé, par François Rebsamen et Emmanuel Macron. Il est ambitieux et son ambition restera. En même temps, c'est un texte majeur, ce n'est pas le seul de cette année, 2015, et ce n'est pas le seul d'ici la fin du quinquennat. Chacun l'aura compris. Mais il y aura un dialogue, d'abord avec le Parlement, à travers la commission spéciale présidée par François Brottes, et un dialogue qui, je n'en doute pas, sera fructueux dans tous les domaines concernés par le texte. Ça doit être aussi l'occasion d'un dialogue avec la société, sur tous les sujets. Et Emmanuel Macron a fait un certain nombre de propositions il y a un instant pour suivre, évaluer ce texte. Donc il n'y a aucune raison de douter et du caractère ambitieux de cette loi, du début à la fin, et la capacité à convaincre le Parlement, mais nous le faisons dans le dialogue avec le Parlement et bien sûr avec les groupes de la majorité. Pardon de revenir encore sur cette tribune de Martine Aubry, elle conclut en disant « Je combattrai cette régression que représente le travail dominical version loi Macron pour notre société. Je le combattrai au niveau national comme dans ma ville. » C'est quand même pas rien, une ancienne patronne du Parti socialiste qui dit ça le jour où vous devez vous réunir, vous, le gouvernement, à l'Élysée, pour en parler. Vous êtes un excellent porte-parole, M. Gauze. Je vous félicite. Nous venons de répondre sur ce sujet-là. Quel est le sens, compris de cette mesure, générer directement plus d'activités et plus d'emplois? Répondre à la demande des touristes étrangers, au pic de saison aussi en bord de mer ou à la montagne, aux grands événements.
Bref, créer de l'attractivité. Ça se pose pour des grandes villes. Il y a d'ailleurs déjà dans ces grandes villes des magasins qui sont ouverts le dimanche. Et ce que vise cette loi, c'est la cohérence, notamment pour ce qui concerne la capitale, mais pas seulement. Est-ce qu'on souhaite que les touristes, les millions de touristes d'aujourd'hui et de demain, le dimanche, restent à Paris pour faire leur achat, créant ainsi des recettes pour notre économie et des emplois? Ou est-ce que nous pensons qu'ils doivent plutôt partir ailleurs? C'est des sujets d'ailleurs qui sont bien connus par Martine Aubry, qui a une mission pour le gouvernement, notamment avec la Chine. Elle connaît parfaitement les chiffres qui concernent le tourisme de ce grand pays. Nous souhaitons donner plus de marge de manœuvre pour les initiatives locales. Et c'est pour cela que, au-delà des 5 dimanches qui existent, 7 facultatifs de plus pourraient être ainsi créés. Ça va être un des débats au sein avec le Parlement. Et on voit bien qu'entre 5 et 12, il y a des marges pour un débat. Si c'est ça qui fonde un débat de civilisation, je pense que ça n'est pas le sujet, ça n'est pas le cas. Et puis, nous souhaitons enfin considérer que le dimanche n'est pas un jour comme les autres. Et de ce point de vue-là, c'est un principe. Et François Rebsamen l'a rappelé avec les contreparties obligatoires qui n'existent pas partout aujourd'hui et l'exigence du dialogue social. C'était encore rappelé par le leader d'une grande organisation syndicale ce matin. Voilà les principes, voilà de quoi rassurer ceux qui sont inquiets. Mais encore une fois, cette loi, ce n'est pas ce seul sujet. Et moi, avec les membres du gouvernement, j'en fais tout sauf un sujet de confrontation. Et encore moins avec la majorité, bien au contraire. Et croyez ma petite expérience de Premier ministre de ces dernières semaines, je le répète, on nous a annoncé que le texte sur les régions ne passerait pas, il est passé. C'est une réforme majeure. Je sais que quand ça marche, pour la presse, ça prend moins d'intérêt. Mais voilà ce qui avait été annoncé depuis des années. On est passé de 22 à 12 régions hexagonales. On nous avait expliqué que le projet de loi de finances rectificative n'allait pas obtenir de majorité, que nous devrions peut-être même utiliser le 49.3. Il est passé avec la majorité absolue hier. Et donc, pour ce texte, moi je crois aux vertus du dialogue. Maintenant, le texte est connu, il vient d'être adopté par le Conseil des ministres. Il n'était pas encore connu hier, et y compris, il y avait des informations, certaines vraies, d'autres qui l'étaient un peu moins. Donc, sur la base de ce texte, de l'enrichissement, des améliorations qui auront lieu, je ne doute pas que nous convaincrons une très grande majorité de parlementaires de l'adopter. Bonjour Monsieur le Premier ministre, une question pour le Petit Journal où on vient de parler de Martine Aubry. En 2008, 10 de vos ministres, dont 3 ici présents, Madame Taubira, Monsieur Vidalis et Madame Pinel, ont signé une autre tribune dans Libération pour s'opposer au travail le dimanche. Ils écrivaient notamment « Nous refusons que la civilisation du supermarché remplace la civilisation du loisir ». Est-ce qu'ils vous ont fait part, ces 3 ministres ici présents et les 10 en tout, de leur réticence à ce projet de loi Macron? Merci. Moi, je regarde souvent Canal+, et notamment le dimanche, et plus particulièrement les reprises du Petit Journal, et je m'aperçois qu'à Canal+, on travaille aussi le dimanche. Les prises de position des uns et des autres, je les ai bien en tête, puisque nous avions eu ce débat, portaient sur la loi dite Maillet, qui n'avait rien à voir avec ce que nous proposons. Donc vous ne verrez pas, je pense, d'incohérence ou de changement des uns ou des autres par rapport à leur prise de position. Enfin, il faut aussi s'adapter à la réalité du monde, et c'est ce que nous faisons avec ce texte. Emmanuel ? En effet, cette loi n'avait rien à voir avec la loi actuelle. D'ailleurs, elle a conduit à poser beaucoup de problèmes, comme l'évoquait à l'instant François Rebsamen, parce qu'elle a soulevé beaucoup de sujets juridiques, puisqu'elle touchait aux zones d'activité. La démarche qui est la nôtre est très différente. Je voulais rajouter quand même un point, parce que ce qu'il y a derrière beaucoup de ces préoccupations, au-delà des petites phrases et finalement de l'animation normale du jeu politique, il peut y avoir des vraies préoccupations sur le terrain. Et donc celles-là, nous voulons les entendre. Et avec Carole Delga, le travail que nous conduisons, il est aussi pour maintenir les commerces de centre-bourg.
il est aussi pour maintenir au plus près, parce que c'est évoqué dans le texte de Martine Aubry, la déstabilisation que ça peut générer sur les territoires. Et je crois que l'opposition qu'avaient beaucoup des ministres à l'époque, c'était une opposition aussi, en effet, contre la culture du supermarché. Ça n'est pas ce que nous voulons ici porter. En aucun cas, nous ne proposons d'élargir les zones d'activité commerciale pour qu'il y ait des grandes surfaces qui viennent vider les centres-bourgs. Au contraire. Et donc, il doit y avoir une animation sur le terrain. Et donc, il y a tout un travail qui est en train d'être conduit par Carole Delga de concertation et qui continue, qui va permettre d'enrichir ce texte et de l'amodier pour que cette réalité soit prise en compte. Oui, donc dans la droite ligne de ce qui vient d'être dit, je rappelle que les tribunes qui ont été publiées, comme les recours qui ont été faits, à l'époque, portaient contre la loi Maillet qui entérinait des ouvertures illégales. C'était ça le point de départ. Et après, on pouvait en décliner une nouvelle société de consommation. Mais c'était bien ça le point de départ. Bon, donc nous avons eu le travail le dimanche. Martine Aubry, elle travaille le dimanche. J'imagine qu'il y a d'autres sujets. Oui, Nicolas Prissette au journal du dimanche, qui est bouclé le samedi, comme vous savez. Une question sur l'impact économique et en termes d'emploi de ce projet de loi. Initialement, Arnaud Montebourg expliquait que 6 milliards d'euros de valeur ajoutée supplémentaire pour l'économie pouvaient être générés par la réforme des professions réglementées. Est-ce que vous avez une estimation en termes d'impact sur le PIB et sur les créations d'emplois et à quel horizon? Merci. Oui, sur ces sujets, j'ai toujours été très sceptique dès le début. Le chiffre qui avait été avancé par Arnaud Montebourg était tout à fait juste. Il relevait d'une note du Trésor qui indiquait qu'à 10 ans, on pouvait rendre ce pouvoir d'achat aux Français, mais compte non tenu des éventuels effets indirects, etc. Sur cette partie de l'évaluation, ça n'est pas le même résultat auquel nous arriverons. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas décidé, en effet, de transférer la vente de tous les médicaments non prescrits en pharmacie et de supprimer l'acte authentique du notariat. Donc, je crois qu'il faut rester très prudent sur ces sujets. Chacune des mesures a un impact, parfois en création nette d'emplois, les autocars, pour reprendre un exemple, les ouvertures en zone touristique internationale, on sait pouvoir dire que ce sont plusieurs milliers de créations nettes d'emplois à assez court terme. Les mesures de pouvoir d'achat sur les tarifs, ce qui sera décidé sur la grande distribution, les sociétés autoroutières, on sait aussi pouvoir le dire en dynamique par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, que ça améliorera les choses. Mais beaucoup de ces mesures ont en fait des effets indirects et surtout doivent créer un effet psychologique pour faire redémarrer l'économie. Et je crois qu'il faut totalement assumer cet aspect. Vous savez, l'économie, ça ne marche pas en additionnant des chiffres. C'est pas l'économie de la turbine et de la pompe, ça ne marche pas comme ça. C'est pas je mets 1 milliard là, je fais des décomptes. Non, ça se saurait si ça fonctionnait comme ça. L'économie, c'est aussi déclencher des comportements. Et je crois que ce que cette loi va permettre de faire, c'est précisément dans tous les secteurs qu'on a décidé de toucher, de recréer des opportunités, de recréer un potentiel d'activité qui va pleinement se développer, d'envoyer aussi le message à nos concitoyens que nous sommes en train de faire bouger le pays, de motiver les gens, de motiver les Françaises et les Français qui veulent travailler. Et cet aspect culturel, il est important, Axel Lemaire, par exemple, travaille quotidiennement sur la partie French Tech, cette économie de l'innovation du numérique. Ça ne se mesure pas, on ne peut pas mettre un chiffre pour dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. On a simplement une dynamique qui est en train de se créer. Donc je crois que l'effet dynamique, on le constatera au fil de l'eau, mais moi je ne crois pas beaucoup dans des évaluations a priori. Sinon je peux vous renvoyer à une bonne évaluation a priori qui est celle que l'OCDE a faite il y a quelques semaines, et l'OCDE fera partie des organismes auxquels on va transférer le texte de loi pour qu'ils puissent l'évaluer macroéconomiquement et surtout faire vivre ce débat et l'enrichir. Oui. Cyril Graziani, France Inter. Une étude d'impact lacunaire des dispositions qui vont à l'encontre de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'avis du Conseil d'État n'est pas tendre avec votre loi. Est-ce que vous comptez suivre ces recommandations, notamment sur le travail dominical? Là, le juge administratif indique avoir des interrogations au regard du principe d'égalité, parle d'effet inverse à celui que vous recherchez, de quoi donner des arguments forts, notamment aux opposants. Écoutez, d'abord, on vit quand même dans une drôle de république qui consiste à commenter les conseils que fait le Conseil d'État au gouvernement. C'est quand même, je veux le souligner, parce qu'on finit par tout banaliser, mais enfin, c'est quand même pas glorieux d'en arriver à ces débats. La deuxième chose, prenez point par point. En effet, ce qu'on nous reproche d'un côté, je vais juste illustrer mon propos avec un exemple. Le travail du dimanche.
dans l'avis du Conseil d'État, il y a eu un débat, en effet, pour savoir si on ne prenait pas trop de risques à suspendre l'ouverture à un accord majoritaire. Vous voyez, on est beaucoup plus à gauche que le Conseil d'État avec Martine Aubry, si je voulais être ironique ici ce matin. Parce que nous, on croit dans le dialogue social. Et on pense que l'ouverture du dimanche soumise à un accord majoritaire, c'est une bonne chose parce que les partenaires sociaux, parce que sur le terrain, les acteurs savent ce qui est bon pour eux. Donc, en l'espèce, je crois que les débats qui ont pu être menés au Conseil d'État sont des débats normaux, techniques, sur un travail qui lui était soumis. Le gouvernement a tiré les conséquences de ce débat sur le plan technique en procédant aux aménagements. Et puis, quand il s'agissait de débats qui étaient parfois en opportunité, ou plus politiques, comme celui auquel vous faites référence, le gouvernement a pris ses responsabilités politiques. Mais ça me semble être le cours normal de la fabrique d'un texte, et il ne faut pas créer là de polémiques inutiles ou artificielles. Laurent Lejar, magazine du handicap, yannou.com. Vous préparez des services librement organisés de transport, mais à l'heure actuelle, l'accessibilité des transports est régie par les autorités organisatrices. Ce sont elles qui élaborent les plans de mise en accessibilité des points d'arrêt, qui achètent des véhicules qui sont accessibles et adaptés pour des usagers handicapés. Alors, comment cela va-t-il s'organiser dans le cadre de cette libéralisation? Je n'ai rien vu de tel dans l'avant-projet. Et à ma connaissance, ces dispositions ouvrent un vide juridique en matière d'accessibilité et d'accueil des passagers handicapés. Alain Vidalis. Oui, vous avez rappelé le cadre et l'objectif. Emmanuel Macron l'a dit, on est dans une situation aujourd'hui en France où finalement on assiste au développement du transport par car dans l'ensemble des pays. Il y avait des chiffres considérables, 5 millions et 8 millions en Allemagne et en Angleterre, et nous avons 110 000 passagers sur ce type de transport. Il ne s'agit pas de se tromper, on ne va pas organiser une libéralisation qui viendrait en concurrence avec ce qui est organisé aujourd'hui, notamment par les régions et par les TER. Et donc le texte, de ce point de vue-là, il utilise et il flèche l'espace de liberté pour la création de ces services, tout en garantissant que ça ne vienne pas percuter ce qui existe déjà aujourd'hui. Et il le fait, j'ai envie de dire qu'il faut se nourrir de notre expérience. Au fond, on sait bien aujourd'hui que sur la question de la mobilité, l'arbitrage, parce qu'ils n'ont pas d'autre solution, se fait souvent par les prix. Et que ce qui s'est passé sur le transport aérien il y a très longtemps, au fond, la France a regardé un peu en spectateur ce qui se passait en disant, mais enfin, c'est pas, on ne va pas se lancer là-dedans. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, souvent les jeunes, souvent des gens qui ne peuvent pas voyager dans d'autres conditions ont fait le succès de compagnies qui nous mettent même en difficulté. Et donc, je crois qu'il faut être à ce rendez-vous. Il y a une clientèle, il y a des objectifs et il y a aussi des itinéraires qui ne sont pas aujourd'hui satisfaits. Alors, vous posez une question particulière, puisque qui sera l'autorité de régulation pour les suggestions particulières en matière de services publics? Évidemment, il ne s'agit pas d'organiser ces nouveaux services dont la liberté de création sera totale une fois que les régions, notamment, auront donné leur accord, mais naturellement, les règles générales qui sont applicables, notamment en matière d'accessibilité, seront en l'espèce de la responsabilité de l'État. Oui, bonjour, Francis Brochet pour le groupe de quotidiens régionaux EBRA. Est-ce que vous espérez boucler l'essentiel du texte en mars, c'est-à-dire au moment où la Commission européenne réexaminera les budgets français, ou pour poser la question autrement, quelle est la part de contraintes européennes, voire allemandes, dans ce projet de loi? J'ai déjà eu l'occasion de le dire, nous faisons les réformes pour nous-mêmes. Nous considérons que le pays a besoin d'en faire davantage, c'est le moins qu'on puisse dire tout de même, pour le travail, pour l'emploi, pour lutter contre le chômage. Et donc, tout évidemment en respectant nos valeurs, notre identité, notre droit fondamental, nous considérons qu'il faut des réformes. C'est le sens d'ailleurs de ce quinquennat, redresser le pays et dans la justice. Et donc ces réformes, elles sont nécessaires. Je pourrais d'ailleurs vous rappelle qui avait lancé ce texte.
C'était pas Emmanuel Macron, d'abord. Bon. Donc le lien avec l'Europe, non, il n'a pas à être établi. Nous faisons des réformes de structure, mais les réformes que nous présentons, elles sont d'abord nécessaires pour notre pays. Et d'ailleurs, sur la question du travail le dimanche, par exemple, dans d'autres pays, il y a d'autres traditions, y compris en Allemagne. Donc à la fin, on verra qui aura réformé. Oui, bonjour, Sophie Bridier, actuelle direction juridique, je suis là. Sur l'avocat en entreprise, j'ai vu que le statut serait créé. Est-ce qu'il passera par voie d'ordonnance ou pas? Et quel secret sera accordé à l'avocat en entreprise? Christiane. Oui, sur les professions du droit, un certain nombre de dispositions étant prises, mais vous savez que notre modèle, d'abord de droit continental, ensuite de profession qui assure l'égal accès au droit sur tout le territoire, ce modèle est préservé. Des souplesses sont introduites de façon à permettre, en concertation avec les professions qui en conviennent, puisque nous en discutons avec elles depuis 2 ans maintenant, des souplesses sont introduites pour faciliter le renouvellement de génération, pour faciliter l'accès des femmes à un certain nombre de professions et de responsabilités, et pour assurer sur l'ensemble du territoire quand même cet égal accès à la justice et au droit. La question de l'avocat en entreprise est soulevée à l'intérieur de la profession des avocats depuis plusieurs années, et vous savez que les appréciations sont différentes pour la simple raison que c'est une profession comme les autres, extrêmement composite, et où l'exercice du métier est différent entre l'avocat judiciaire, l'avocat d'affaires, l'avocat qui fait du conseil fiscal international, l'avocat qui fait exclusivement de la fiducie. Donc ce sont des pratiques professionnelles différentes et forcément des perceptions différentes. La question de l'avocat en entreprise surgit donc de la profession elle-même, et le gouvernement a veillé à apporter une réponse qui d'abord a été étudiée, bien entendu, a été étudiée par le Conseil d'État, et le gouvernement apporte la plus grande attention aussi bien aux demandes ou aux refus de la profession, puisque majoritairement les votes dans la profession ont rejeté l'avocat en entreprise. Il demeure qu'il y a la question du statut des avocats qui interviennent dans les entreprises ou des conseils juridiques, et ce sujet sera dans le texte bien entendu, et il sera l'objet de débat parce que, je le répète, la profession elle-même est extrêmement divisée, que moi en tant que garde des Sceaux, bien entendu, je lui pose très clairement la question du rapport de subordination, donc la nécessité de poser des principes et des règles qui, dans les cas où le statut d'avocat en entreprise est posé, que dans ces cas-là, les règles soient conformes, d'abord en termes d'égalité de traitement par rapport aux avocats qui suivent la filière hors entreprise, et ensuite, bien entendu, par les règles de déontologie, d'éthique, de secret professionnel, d'inscription au barreau, et donc de déontologie générale par rapport à cette profession. Donc, il y a les dispositions du texte, il y a des dispositions de l'avocat en entreprise dans le texte, mais je répète, c'est un sujet de débat et les parlementaires vont s'en emparer, puisque bien entendu la situation est extrêmement différenciée. Gaëtane Mélin, BFM TV, une question pour vous, Madame la Ministre. On le voit bien dans les professions réglementées juridiques, il y a un certain mécontentement. Vous allez d'ailleurs en recevoir cet après-midi une délégation des huissiers. Comment comptez-vous les convaincre de les rallier tout simplement à cette loi Macron? Je vais recevoir l'ensemble des professions cet après-midi à la chancellerie, donc pas seulement les huissiers. Par contre, demain, je serai avec les huissiers et les commissaires aux comptes qui relèvent également de l'autorité de la chancellerie. Alors, évidemment, tel que ce texte de loi a été annoncé, il y a une inquiétude très forte et très légitime dans toutes les professions du droit. Mais depuis, nous avons travaillé d'abord avec l'ancien ministre de l'économie, dont je ne renie pas mon amitié, même si nos désaccords étaient profonds sur ce sujet comme sur d'autres parfois. Nous avons abordé, je lui ai dit qu'il fallait aborder les choses différemment, et depuis que le ministre Emmanuel Macron est là, nous avons une méthode de travail qui est totalement différente et qui fait que justement, dans ce texte, les grands sujets d'inquiétude des professions ne sont plus à l'ordre du jour. Il y avait évidemment la remise en cause de l'acte authentique pour les notaires, de la signification pour les huissiers, de la liberté d'installation totalement totale. Tous ces sujets ne sont
plus traiter de cette façon. Les compétences exclusives qui sont actuellement dévolues à ces professions sont maintenues parce qu'elles ont leur utilité, que ce sont des délégations de services publics assurées par la puissance publique et que les règles d'encadrement et de contrôle donc, sont assurées et éventuellement renforcées. Je répète, en concertation avec les professions. Donc l'inquiétude demeure. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'est un travail interministériel qui a été fait. Il a été exemplaire, je dois le dire, malgré des divergences d'appréciation, malgré des discussions, puisque nous avons nos tempéraments parfois des moments de vivacité, mais c'est un travail qui est exemplaire dans la mesure où chaque ministre a pu faire entendre et valoir l'analyse qu'il a de son champ de compétences et le moyen de réformer sans brutalité d'une part et avec efficacité pour les citoyens et pour moi, pour les justiciables et pour les citoyens. Donc nous avons veillé, nous ne serions pas, je vous le dis très clairement, nous ne serions pas solidaires de ce texte si les principes qui régissent le fonctionnement des professions placées sous notre responsabilité et le respect de l'intérêt général, si tout cela était mis en cause. Nous ne serions pas, enfin moi je l'assume très clairement, je ne serais pas solidaire de ce texte. Alors il y a encore des améliorations, elles vont être apportées dans le débat parlementaire, mais il y a une capacité d'écoute très forte, les observations du Conseil d'État ont été prises en considération, mais surtout déjà tout ce qui suscitait l'inquiétude chez les professions du droit a disparu du texte depuis un moment. Mais c'est vrai que le travail, parce que d'habitude c'est l'inverse, d'habitude on connaît l'existence et les grandes dispositions d'un texte presque au terme du travail interministériel. Là, les grandes orientations du texte ont été annoncées avant le travail interministériel, de sorte qu'on est dans une situation inédite où pendant tout le parcours de discussion interministérielle de ce texte, il y a eu des inquiétudes, parfois des fuites, voilà, des éléments. Donc, voilà, il y a des inquiétudes qui sont fondées parce qu'il y a des sujets qui posent encore question, comme l'avocat d'entreprise, mais il y a des inquiétudes qui ne sont pas fondées parce que les raisons de ces inquiétudes ont disparu. Voilà. Donc je n'aurai pas beaucoup à les convaincre, je les reçois régulièrement, elles connaissent l'essentiel du contenu de ce texte, mais parce que les choses ont varié, elles veulent faire savoir que leur inquiétude n'a pas encore disparu. Mais ce sont des professions d'intelligence, de réflexion, ce sont des professions de maturité, ce sont des professions d'engagement, toutes, pour la part qu'elles assument de délégation de la puissance publique, ce sont des professions d'engagement attachées à l'accès au droit et à la justice, ce sont des professions qui sont préoccupées du maillage territorial que nous avons veillé à préserver. Donc moi, je n'ai pas d'inquiétude. Je pense que le dialogue qui n'est pas rompu va permettre de lever toutes les dernières incertitudes, en tout cas toutes les dernières préoccupations. Trois remarques rapidement. Le dialogue va se poursuivre. Christiane Taubira l'a dit aujourd'hui et demain. D'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même, ce soir, rencontre une partie de ces professions. Deuxièmement, ça va de soi, si un texte et tes principes étaient contradictoires, étaient contraires au principe du droit, aucun d'entre nous ne serait devant vous et je pense qu'il n'y aurait pas de texte. Et enfin, troisièmement, il y a toujours des débats avec vivacité, caractère et ensuite il y a les arbitrages et c'est ma responsabilité avec l'autorité nécessaire et la bonne humeur qui sied est. Félix Brio, je suis journaliste indépendant. Monsieur Macron, vous avez évoqué une compensation salariale pour les salariés qui travailleront le dimanche, mais il reste un flou, il subsiste un flou sur le niveau de compensation. Est-ce que vous allez recommander un seuil? Il est évident que si c'est 10% de salaire en plus, c'est moins intéressant que si c'est par exemple 25%. C'est important, il ne faut pas qu'il y ait de flou, Monsieur Macron, vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de flou. Il y a deux options dans cette affaire-là. Soit on définit par la loi un seuil, ce qui était d'ailleurs au début, pour être honnête, l'inclinaison qui était la nôtre. Le problème que vous avez, c'est que le mieux est parfois l'ennemi du bien, et donc les plus petites structures ont beaucoup de mal à faire le payer double. Et donc si vous décrétez partout le payer double pour le dimanche, ce que vous atteignez le plus sont les TPE, les PME, les commerces de centre-bourg. Et donc, vous créez des déséquilibres là où vous ne vouliez pas forcément en créer. Et donc, le principe qui a été le nôtre, c'est de renvoyer à des accords de branche, d'entreprise ou de territoire les modalités de la compensation. Ça existe aujourd'hui dans beaucoup d'endroits. Généralement, on voit qu'en moyenne, les accords de branche, le contrôle de François Rebsamen, c'est 1,3 fois
le SMIC, donc c'est 30% d'augmentation. Il y a parfois des accords qui prévoient en plus des jours de récupération et d'autres avantages. Mais là-dessus, je crois que ce n'est pas la loi qui peut définir de manière intelligente pour toutes les catégories de commerce, tous les niveaux, les modalités intelligentes. Parce que soit on tue complètement le dialogue social, soit on crée des situations inadaptées sur certains territoires ou pour certains types de commerce. Et donc, c'est ce que je disais, la méthodologie de ce gouvernement, c'est de croire dans le dialogue social depuis le début. Et là, donc, on donne une vraie responsabilité au dialogue social, puisque pour les commerces qui ne sont pas ouverts aujourd'hui, qui voudraient ouvrir, sans accord d'un des trois types, celui que j'évoquais, il n'y aura pas d'ouverture possible. Bon, je voudrais vraiment remercier tous les ministres qui ont fait un formidable travail interministériel, qui vont le poursuivre. Vous pouvez d'ailleurs vous adresser, pas maintenant, mais auprès de chaque ministre, auprès de chaque ministère, puisque ce texte est un texte important et qui touche de nombreux aspects de notre vie économique. Et donc, vous pourrez avoir les éléments. La discussion se poursuit avec les professions concernées. Elle va commencer au Parlement et d'abord à l'Assemblée nationale. Et moi, je remercie notamment, évidemment, tous les ministres, et plus particulièrement Emmanuel Macron qui porte ce texte, et il le portera avec les ministres, d'ailleurs, au banc du gouvernement. Merci à tous, bon après-midi. Vous avez donc suivi en direct et en intégralité sur les chaînes parlementaires cette conférence de presse de Manuel Valls et de ses ministres suite à la présentation ce matin en Conseil des ministres de la loi Macron. Alors nous allons bien sûr largement revenir sur cette conférence de presse et analyser le contenu de cette loi Macron, et puis nous recueillerons les premières réactions des parlementaires suite à cette conférence de presse grâce à Pierre-Henri Gergonne qui se trouve dans la salle des conférences du Sénat et qui nous recueillera les réactions des sénateurs. Et puis Céline Bittner est-elle à l'Assemblée nationale pour recueillir les réactions des députés. Et puis en plateau avec nous pour analyser cette conférence de presse, notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombault. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Oriane. Et puis notre chroniqueur politique Mickaël Zamès. Bonjour Mickaël. Bonjour Oriane. Alors avant de revenir sur le fond de cette loi Macron, un petit mot sur la forme. Mickaël, Manuel Valls a pris les choses en main. Il est venu lui-même devant la presse présenter cette loi Macron entouré de ses ministres. Il voulait monter croix à Manuel Valls, que le gouvernement fait bloc autour de cette loi importante pour l'exécutif. Il veut surtout montrer que c'est lui qui réforme, c'est lui qui a la main, c'est lui le Premier ministre, c'est lui le chef d'équipe. Il a d'ailleurs commencé comme ça, je suis l'animateur, je suis le chef d'équipe. Il a surtout aussi voulu montrer que ce n'était pas la loi d'un homme. On a beau l'appeler la loi Macron, ça ne sera pas la loi d'un seul homme. Il l'a rappelé encore à la fin de cette conférence de presse. Elle sera présentée à l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, mais l'ensemble des autres ministres présents dans cette conférence de presse seront également en charge de présenter cette loi au fur et à mesure qu'elle sera discutée à l'Assemblée nationale. Et puis donc il a voulu montrer qu'il y avait une équipe, qu'il y avait une grande équipe autour de lui, plus de 10 ministres pour entourer cette loi qui est importante pour le quinquennat. Il a également affirmé que ce ne serait pas la seule loi du quinquennat, qu'il ne fallait pas en faire la loi majeure. Il a d'ailleurs annoncé un certain nombre de lois pour les prochains mois à venir. En fait, ce qu'il a voulu, c'est protéger Emmanuel Macron et en même temps encadrer Emmanuel Macron. Jean-Louis, le fait que Emmanuel Macron ne vienne pas tout seul présenter cette loi, on sait que la personnalité, le parcours d'Emmanuel Macron pose problème à une partie de la gauche. Est-ce que, comme le disait Mickaël, le fait d'avoir voulu montrer que ce n'est pas la loi d'un seul homme, c'est pas surtout une manière de calmer un peu les esprits à gauche? Alors c'est peut-être de calmer les esprits à gauche, Madame Taubira étant la digne représentante de cela, mais c'est surtout pour montrer que la loi est globale. C'est-à-dire que c'est une loi pour la croissance et l'activité, et c'est pour ça qu'on l'a appelée une loi fourre-tout en quelque sorte, dans laquelle plein d'éléments sont présents. Et effectivement, alors le problème est de savoir si cette loi va relancer la croissance et l'activité. Je crois que personne ne peut croire, ça ne fera pas de mal à la croissance et à l'activité, c'est sûr, mais il est clair que ça ne peut pas, c'est pas en ouvrant un certain nombre de professions les réglementer et pas tous, en ouvrant, au lieu d'ouvrir de 5 dimanches par an, passer à 12, peut-être d'ailleurs, a dit M. Valls, il a laissé une petite porte ouverte à 7, des modifications, en faisant du transport, plus de transport par autobus à l'intérieur de l'Hexagone. Enfin, on va pas, disons, bouleverser la donne. Ça change un certain nombre de structures, ça bouscule un certain nombre de choses dans ce pays, mais ça ne peut pas relancer significativement la croissance et l'activité. Par contre, ça va lancer le débat. On l'a vu déjà sur les professions réglementées, on le voit déjà sur la question du travail du dimanche, mais n'attendez pas de cette loi, même si elle est appliquée dans son intégralité, un boom
de l'activité française en matière de croissance. On va tout de suite commencer à recueillir les premières réactions des parlementaires. On retrouve Pierre-Henri Gergonne. Bonjour Pierre-Henri, vous êtes dans la salle des conférences du Sénat, en compagnie d'une ancienne ministre et d'une actuelle sénatrice de Seine-et-Marne, Nicole Bricq. Actuellement sénatrice de Seine-et-Marne. Merci Madame Bricq d'être avec nous. Vous avez suivi avec beaucoup d'attention cette conférence de presse du Premier ministre et de Monsieur Macron. Ils ont raison de défendre avec pragmatisme, c'est un mot qui est souvent revenu, à savoir ce sont des dispositions qui ne sont pas idéologiques. C'est une bonne stratégie de défense de ce texte. Moi, je pense qu'il faut apporter un soutien entier au Premier ministre, aux ministres rassemblés, particulièrement à Emmanuel Macron. Notre ministre de l'économie, le Premier ministre l'a rappelé, la loi a été initiée par le précédent ministre de l'économie. Donc c'est inacceptable que pour certains, ce soit la loi Macron. Nous sommes dans un texte de loi qui est présenté par l'ensemble du gouvernement. Il a été arbitré. C'est le texte qui engage un certain nombre de réformes utiles pour la France. Alors on entend souvent le terme de fourre-tout pour désigner ce texte. Est-ce que ce texte a du sens? C'est le mot employé par Manuel Valls, le Premier ministre. C'est un texte qui ouvre un certain nombre de professions et qui permet à des acteurs nouveaux d'entrer dans le jeu économique et dans l'activité. L'objectif, c'est de faire en sorte que ces portes s'ouvrent, y compris dans les têtes. C'est vrai qu'il y a des corporatismes qui se font jour, mais chaque fois qu'on ouvre, modérément quand même, il y a eu des arbitrages interministériels, on l'a bien compris tout à l'heure, eh bien, on permet d'augmenter le volume d'activité et le volume d'emploi. Donc, moi, je récuse le terme de fourre-tout. J'ai le souvenir ici au Sénat de la commission spéciale qui avait été mise en place au moment de la loi de modernisation de l'économie, qui disposait de 175 articles, j'ai vérifié. Et à l'époque, la droite et la gauche avaient travaillé très utilement. Et finalement, cette loi, qui était portée par la ministre de l'économie et des finances, Madame Lagarde, a produit un certain nombre de résultats. Donc j'attends de la majorité sénatoriale, comme de nous, même l'opposition, d'engager complètement le sujet sur toutes ses facettes. Alors on a bien compris également que le dossier se cristallisait autour d'un thème, celui du travail le dimanche. On a évoqué au cours de cette conférence la charge de la maire de Lille, Martine Aubry, qui entend combattre cette loi tant au niveau national qu'au niveau local. Est-ce que vous comprenez, j'allais dire, cette virulence d'une partie de la gauche vis-à-vis de ce texte ? Non, je ne la comprends pas et je ne l'accepte pas. Parce que franchement, si à l'intérieur du Parti socialiste, dont je suis membre depuis 42 ans, il y aurait ceux qui, étant pour le travail le dimanche, pour 5 dimanches, qui seraient classés à gauche, et ceux qui seraient pour le 12 et seraient classés à droite, ce débat n'est pas digne du Parti socialiste. Alors je comprends bien qu'il y a un congrès, mais franchement, le positionnement droite-gauche ne se fait pas là-dessus. À la limite, qu'il se fasse sur un autre sujet important de ce texte, les cessions d'actifs. Là, ça a un peu plus de sens, bien que je comprends tout à fait que l'État puisse lui-même consentir à ces cessions d'actifs dès lors qu'elles servent des finalités et qu'elles le reconcentrent sur des missions qui sont très importantes pour la croissance, l'investissement et la lutte contre le chômage. Mais je n'accepterai pas que le débat droite-gauche à l'intérieur du Parti socialiste se fasse sur ce sujet-là. Ça n'existe pas. Martine Aubry a eu tort d'enfoncer le clou de cette manière. J'ai bien vu qu'elle signait sa tribune maire de Lille. Peut-être qu'à Lille, elle considère que ce n'est pas utile. Moi, je pense qu'à partir du moment où il y a des compensations, il y a l'accord du salarié, eh bien, ça se discute. Et si c'est pour arriver finalement à un nombre entre 12 et 5, franchement, ça ne vaut pas le coup de cristalliser les oppositions au sein du Parti socialiste sur ce type d'article. Merci beaucoup, Madame Bricq, de vos propos. Tout de suite, la suite du débat, bien sûr. Oriane, c'est à vous. Merci beaucoup Pierre-Henri, à tout à l'heure. Alors Pierre-Henri en parlait à l'instant avec Nicole Bricq, qui a eu une invitée ce matin dans cette conférence de presse. Alors pas physiquement, mais alors elle était très présente. Une personnalité de gauche, Martine Aubry, qui a publié ce matin une tribune dans Le Monde. On peut dire qu'elle a réussi son coup, Martine Aubry. Elle a réussi
aujourd'hui, est-ce qu'on parle uniquement de sa tribune lors de cette conférence de presse? 4-5 questions autour de cette conférence de presse. Ce qui a quelque peu agacé Manuel Valls et ses ministres. Ça, on l'aurait compris. Hein. Je combattrai cette régression pour notre société au niveau national, évidemment. Elle parle du travail du dimanche. Je combattrai, les mots sont très forts. Et là, c'est un peu le combat finalement de deux gauches à l'intérieur du Parti socialiste, que disait Nicole Bricq aussi. C'est vrai qu'il y a la préparation du congrès, mais il y a aussi le combat d'une société. Que voulons-nous pour notre société? C'est comme ça qu'elle commence sa tribune, Martine Aubry. On a vraiment l'impression qu'à l'intérieur même de la gauche, quand on parlait des progressistes, ceux qui étaient proches de Manuel Valls, quand il avait signé lui aussi cette interview dans le Nouvel Observateur, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était à peu près un mois. Ça avait cristallisé aussi un peu les dissensions au sein du Parti socialiste entre deux PS bien différents. Ceux qui veulent une société, ce qu'ils appellent du care, celle de Martine Aubry, celle proche des gens, et cette société du progrès humain, comme dans cette nouvelle ADN signée par la charte du Parti socialiste le week-end dernier. Là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de En un mot, Michael, elle renforce son image de chef des frondeuses, Martine Aubry, en faisant ça? Oui, elle le fait aussi certainement pour ça, pour marquer un petit peu le terrain, il n'y a nul doute évidemment, mais il y a vraiment quelque chose d'idéologique. Le PS est en train aujourd'hui de faire un schisme idéologique qui est en train de se couper en deux tout simplement. Et la loi Macron pourrait très simplement faire peut-être imploser le Parti socialiste et là véritablement de mettre faire jour les dissensions de deux PS complètement différents. Alors on va prendre la direction de la salle des 4 colonnes à l'Assemblée nationale où Céline Bittner est en compagnie du député centriste de Côte-d'Or, François Sauvadet. Bonjour François Sauvadet. Manuel Valls et Emmanuel Macron ce matin ont parlé d'un projet de loi de progrès et de liberté pour libérer finalement la croissance et l'activité. Est-ce que le projet de loi Macron va dans le bon sens selon vous ? Moi, c'est franchement la déception. On nous annonçait de grandes mesures de nature à relancer la croissance. Alors, il y a des mesurettes qui vont dans le bon sens. Hein. Je pense par exemple au permis de conduire pour permettre aux jeunes de le passer plus rapidement, d'accélérer certaines procédures. Mais enfin, est-ce qu'on pense vraiment qu'on va améliorer la situation de la croissance dans notre pays avec les mesures qui ont été prises, de dérégulation sur certaines professions, etc. Enfin, franchement, c'est du leurre. Moi, j'ai le sentiment qu'on a un gouvernement à bout de souffle qui est incapable de conduire des vraies réformes de fond, réforme de l'État. On n'en dit pas un mot. On continue de complexifier les éléments de croissance avec, vous avez vu, des comptes pénibilité imposés aux entreprises. Et on nous présente des mesurettes comme étant à la hauteur du défi. Enfin, j'ai l'impression d'un gouvernement vraiment à bout de souffle et sans majorité. Donc, bien sûr, il y a la question du travail du dimanche qui va nous occuper. Mais enfin, quand on regarde le texte, le limiter aux Champs-Élysées, au boulevard Haussmann, alors qu'on a tout le défi de la vente sur Internet qui est en train de se développer, enfin, franchement, je trouve que c'est un rendez-vous manqué. Et c'est dommage parce que Macron incarnait une forme de modernité dans ce gouvernement. Mais on voit bien que là, on n'est pas à la hauteur, le gouvernement n'est pas à la hauteur du défi quand on a une telle augmentation du nombre de chômeurs dans notre pays. Moi, je suis profondément déçu par ce texte. Donc vous pensez quoi? Que c'est une réforme qui s'arrête finalement à mi-chemin? Qu'est-ce que vous auriez prôné, vous, pour libérer la croissance? C'est une réformette, on le voit bien. Ce sont quelques petites mesures qui, mises bout à bout, sont présentées comme étant une grande révolution. Enfin, il n'y a pas de révolution. La réforme de l'État qu'on attend depuis des années, que j'avais portée d'ailleurs comme ministre de la fonction publique, on en est où? L'allègement du poids de l'État, se recentrer sur les missions, revoir un grand élan de décentralisation concret, tout ça est passé à la trappe. Et puis on nous présente quelques mesurettes. On sort toute l'armada du gouvernement pour nous dire c'est important. Enfin, quand les Français vont découvrir ça pas à pas et vont découvrir que même la question du travail du dimanche est extrêmement ciblée. Vous auriez été pour vous autoriser le travail tous les dimanches de l'année? Non, mais c'est pas l'autoriser tous les dimanches. Il y a une vraie question de fond qui est celle de quel avenir va avoir le commerce dans un pays moderne avec l'immixtion du commerce par Internet et du commerce en ligne. Ça, c'est une vraie question de fond. Et comment est-ce qu'on fait pour permettre à des commerçants de s'adapter à cette situation? Et donc qu'on soit par un dialogue. Moi, j'étais pour redonner du pouvoir aux maires dans un dialogue construit, évidemment en garantissant la situation des salariés. Mais là, franchement, on va avoir un grand débat, vous allez voir, dans l'hémicycle, pour ou contre le travail du dimanche, alors qu'en fait, il s'agit vraiment de localités très, très précises, dans les zones, ce qu'il fallait faire d'ailleurs. Mais c'est pas à la hauteur du défi actuellement d'un pays qui est en proie à un chômage massif. Moi, je donnerai un conseil au gouvernement. Ce qu'il faudrait, c'est faire une harmonisation fiscale et sociale de nos mesures par rapport à l'Allemagne, qui est notre principal concurrent et notre principal client. Et donc, c'est à ça qu'il faut se concentrer. Alors là, voilà, bon, bah, on sort l'armada pour pas grand-chose, à mon avis. Merci beaucoup, François Sauvadet, d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup Céline. Alors Manuel Valls a pris la main, on vous le disait, pour présenter cette réforme. Avant de développer les points clés de cette loi Macron, je vous propose tout de suite d'écouter l'esprit général de cette réforme vue par le Premier ministre. On l'écoute. Cette loi est une preuve que notre pays est capable de s'adapter sans renoncer à son modèle social et aux principes fondamentaux du droit. C'est ce que les Français attendent. Ils sont d'ailleurs bien plus prêts à la réforme que certains des acteurs publics. Michael, Manuel Valls se dit, les Français sont prêts à la réforme. Il continue dans son côté réformiste, Manuel Valls, il affirme. Oui, et pourtant, en milieu de semaine, on avait plutôt l'impression, même en cette fin de dimanche, quand on l'a vu à la télé, d'aplanir un petit peu, de vouloir rechercher une espèce de consensus, de compromis avec sa majorité. Finalement, il veut enchaîner les réformes. Et d'ailleurs, vendredi prochain, il fera ce qu'il appelle son calendrier des réformes. Preuve, là aussi, que le quinquennat ne s'arrête pas avec cette loi Macron et qu'il y en aura d'autres, certainement, à venir. Mais quand même aussi voir que malgré le fait de vouloir faire des réformes, il y a aussi des compromis à trouver avec sa majorité. C'est ça. Ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour Manuel Valls, qui pourtant a l'air plutôt confiant dans le vote de cette loi à l'Assemblée nationale. On en rediscutera peut-être un petit peu plus tard. Jean-Louis, Manuel Valls a présenté l'état d'esprit de cette réforme. On a quand même l'impression qu'il manque un petit peu un fil conducteur à cette loi Macron. Est-ce que, comme le disent ses détracteurs, c'est une loi fourre-tout, cette loi? C'est une loi fourre-tout qui manque de contenu. C'est-à-dire que, évidemment, il a voulu faire un projet global. Et c'est la raison pour laquelle il a mis beaucoup de ministres autour de la table. Le problème, c'est qu'au bout du bout, on est un petit peu déçus. Parce que tous ces rassemblements des principaux ministres de ce gouvernement pour ça, ça paraît, il aurait été, à mon avis, beaucoup plus simple d'avoir l'air plus modeste, de faire une conférence de presse, parce qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes dans cette loi. Mais ce n'est pas cette espèce de réforme globale bousculée, sans bousculer le droit, en gardant notre système social. Enfin, tout ça, ce sont des formules très, très générales et on ne retrouve pas à l'intérieur de cette loi des réformes structurelles très profondes. Je crois que ce qu'a dit M. Sauvadet, qui avait vraiment l'air tout à fait franc avec lui-même lorsqu'il s'évoquait, c'est vrai. Il n'y a pas. Ce sont des mesures que tout le monde jugera positives, peut-être sauf les professions qui sont directement touchées par cette affaire, mais qui ne peuvent en aucun cas, qu'on ne peut pas ranger dans la rubrique réforme de structure. Ce n'est pas légitime de faire cela. Donc, effectivement, est-ce qu'il y aura ensuite une suite à ces réformes comme vous avez l'air de l'entendre? Moi, justement, il me semble on a l'impression qu'il y a un problème de créativité dans la réforme qui se pose. Cela dit, dans son discours introductif, M. Valls a parlé quand même d'un certain nombre d'aspects. C'était pas nouveau, mais lorsqu'il dit une prime d'activité, c'est-à-dire il a confirmé la fusion du RSA activité avec la prime pour l'emploi. Lorsqu'il a parlé du statut de la fonction publique sans être extrêmement précis, là, effectivement, ça annonce un certain nombre de choses. Mais vraiment, présenter cette loi comme une espèce de bouleversement général, non, ce n'est pas exact. Cela dit, quand même, lorsque Mme Bricq dit « oui, la gauche 5 dimanche et la droite 12, la droite du Parti socialiste », je pense quand même qu'il y a un cap qui est franchi. Ça fait quand même un dimanche par mois. C'est-à-dire qu'on dit 12 dimanches dans l'année, en réalité c'est un dimanche par mois. Donc on entre quand même dans quelque chose de relativement neuf sur la question de l'ouverture du dimanche. Quand vous avez 5 dimanches par an, bon, ma foi, ça reste marginal. Quand on dit 12, il y a quand même un franchissement de seuil. Je ne veux pas dire qu'on passe de la gauche à la droite entre 5 et 12, mais il y a le franchissement de quelque chose qui appellera peut-être de nouvelles ouvertures par la suite. Alors cette question du travail le dimanche, c'est un des grands points de cette loi Macron, en tout cas un des points qui fait le plus débat, Michael, notamment cette question du nombre de dimanches ouverts par an. On est à 5 actuellement. Dans la loi Macron, le chiffre de 12 est inscrit. On a entendu le Parti socialiste demander le chiffre de 7 et Manuel Valls a dit ce matin qu'il y aurait des marges de débat. C'est un des points sur lesquels il va devoir céder, Manuel Valls? Sûrement.
Sûrement, ils n'ont pas vraiment le choix. S'ils veulent trouver un compromis à l'Assemblée nationale et au Sénat pour que cette loi puisse passer, on met 12 comme curseur très haut et pourquoi pas taper à 7, comme l'a dit notamment Jean-Christophe Cambadélis. 7, ça serait le minimum, en tout cas espéré aussi par ceux qui veulent cette loi Macron plus à droite. Et quant aux frondeurs, on va certainement les entendre dans quelques secondes. Ils ne sont pas vraiment d'accord avec ça. On va les entendre à l'instant, puisque Céline Bittner est en compagnie de Christian Paul, le député de la Nièvre, et surtout l'un des frondeurs. C'est à vous, Céline. Oui, bonjour Christian Paul. Alors vous avez bien sûr suivi avec attention la conférence de presse de Manuel Valls et d'Emmanuel Macron, notamment sur la question du travail du dimanche qui cristallise un peu votre opposition. Emmanuel Macron et Manuel Valls ont dit qu'il n'était pas question d'un choix de civilisation, qu'il n'était pas question de remettre en cause le repos dominical. Est-ce qu'ils vous ont convaincu ? Mais je pense qu'ils doivent accepter que ce soit un débat de société, parce que progressivement, c'est l'extension du travail à 12 dimanches, peut-être davantage demain, et donc c'est un choix de société, c'est un débat de société. Est-ce que nous voulons la marchandisation permanente de la société française et de la vie de chacun, de la vie de nos familles, ou est-ce que nous considérons que le repos dominical, c'est une loi de 1906, fait partie quand même des droits des salariés, et en tout cas ne pas être forcé à le faire. Vous savez, il y a beaucoup de contraintes. On parle de volontariat dans une partie de ce texte, mais bien souvent, dans une période de crise économique et de chômage, il n'y a pas de volontariat. Justement, le gouvernement parle de compensation financière importante pour les salariés et de volontariat. Est-ce que ça, c'est pas quand même un gage de la part du gouvernement ? Vous savez, si on est à 12 ouvertures dans une grande surface, dans une petite ville de province, il n'y aura pas place pour le volontariat. Et quant aux compensations, elles ne sont pas encore clairement identifiées dans le texte. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment sur les deux terrains que nous sommes en désaccord. Un choix de société qui n'est pas le nôtre et aussi l'efficacité économique. Parce que ça n'a rien de moderne, cette affaire. Ça n'a rien d'efficace. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir probablement quelques milliers d'emplois créés dans la grande distribution et dans le même temps, des milliers d'emplois supprimés dans des commerces de proximité ou dans les centres-villes. Voilà pourquoi nous sommes résolument hostiles à ce texte qui n'aurait jamais dû figurer dans les priorités. L'extension du travail du dimanche, c'est pas une priorité de la politique économique. Si Emmanuel Macron veut faire des réformes modernes, courageuses, avec lesquelles nous puissions être en accord total au sein de la majorité, qu'il fasse une loi bancaire, parce qu'aujourd'hui les banques sont en train de se désengager de nos territoires, qu'il fasse une réforme fiscale pour stimuler réellement l'investissement et de façon très ciblée, qu'il fasse une réforme des tribunaux de commerce avec Christiane Taubira, parce que c'est un sujet qui est traumatisant pour beaucoup de PME et de chefs d'entreprise, qu'il fasse avancer les filières des énergies renouvelables